Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet un peu plus deep que d'habitude. On explore pourquoi l'échec fait si peur et comment il influence nos vies. Qu'est-ce qui nous pousse à cocher des cases, passer des caps ou tout contrôler pour ne pas échouer? Comment apprendre à accueillir l'échec au lieu de le fuir? Je vais tenter de répondre à ces questions avec mes invités, Noah, Ilona et Lola. Merci d'être venus, bonjour à vous. Bonjour. Tentons ensemble de trouver des réponses à ce qui est à la fois une des plus grandes motivations et une des plus grandes démotivations de nos vies. Comme d'habitude, on va commencer avec une question très large, mais que je trouve pertinente parce que ça permet de bien introduire notre sujet. Quelle est votre relation à l'échec, les filles? Vas-y Noah. Lola panique. Vas-y Noah. Bah non, mais comment je perçois l'échec? J'ai un rapport à l'échec très pas violent, mais c'est assez particulier. Je supporte pas échouer dans la vie. J'ai jamais aimé ça. Mais ouais, non, l'échec, vas-y, flemme. Ouais. J'aime pas ça. Enfin, Tu l'appréhendes mal. Je l'appréhende super mal et au quotidien, c'est assez compliqué. Mhm. Il y a une angoisse avant un examen. C'est toujours cette angoisse d'échouer. Et puis quand j'échoue, c'est assez... je vais me renfermer sur moi-même et je vais pas parler. Parce que l'échec et vas-y, laisse-moi tranquille dans mon échec. J'ai pas envie de... Ouais, non, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de... Ouais, non. Ah, pourtant, t'es là. Va falloir en parler. Ah, ensuite. Non, mais oui, je comprends. Ça peut être... moi, c'est pareil, c'est une relation assez toxique. Hein. Ouais, c'est voilà. qu'à la fois, ça me pousse vraiment à... Enfin, j'ai peur de l'échec, donc j'ai envie toujours d'y arriver, de pas avoir cette... En fait, j'ai pas envie de devoir gérer l'échec. Donc, je fais tout pour y arriver. Et quand j'échoue, du coup, ça me tanne encore plus et ça me descend encore plus parce que j'ai tout fait pour réussir et je l'ai pas fait, j'ai pas réussi. Donc, voilà. Mais en même temps, ça me pousse. Donc, c'est assez compliqué. Et toi, Ilona? J'ai pas vraiment vécu d'énormes échecs dans ma vie, je touche du bois, mais c'est plus des mini-échecs, entre guillemets, sur des choses où... c'est un autre sujet, hein, mais où on veut tout contrôler et forcément, ça se passe jamais comme on avait prévu. Ouais. Et donc, c'est vécu comme des mini-échecs et il faut rebondir. Ouais, je comprends. Et c'est pas toujours évident de lâcher prise. Ah, ça, on va en parler. Hein. Ça, c'est bien sûr. Lola, un truc à rajouter? Non, l'échec, du coup, comme disait Noah, c'est vraiment pas cool. Et au début, ça pousse à se dépasser parce qu'on a envie de l'éviter, on a envie de tout faire pour que ça se passe bien, on se bat, on donne tout. Et parfois, on est obligé d'y faire face. Et donc là, il faut mentalement, psychologiquement, être accompagné et puis se relever et essayer de faire en sorte que ça aille bien et qu'on arrive à surmonter ça, en fait. Donc, est-ce que vous ressentez vraiment cette peur? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que vraiment on a peur que ça arrive, quoi? Moi, c'est vraiment une peur, j'ai pas envie d'échouer, quoi. Oui. Ouais, clairement. Mais tout le monde. Ouais. En vrai, Après, il y a tout des le gens qui monde. n'ont pas peur de ça et qui s'en servent Et qui vraiment arrivent à se comme un relever. moteur. Ouais, je pense, ouais. Et comment vous pensez que cette peur, elle influence nos vies? Moi, je le disais, par exemple, je veux toujours réussir. Parce que je sais que je vais pas réussir à gérer... En fait, c'est plus facile d'y arriver que de gérer ce qui va se passer si j'y arrive pas. Ouais. Voilà. Et gérer, quand on n'y arrive pas, déjà, c'est super dur parce qu'en plus, il y a aussi le regard des autres. Ouais. Il y a le regard qu'on a sur soi quand on n'y arrive pas et quand on est en échec, et le regard des autres où on a peur de décevoir, on a peur de mal faire, on a peur de ne pas être compris ou comprise. Et ça aussi, c'est hyper dur et ça va avec. Bah oui, mais la société a un rôle énorme à jouer là-dedans. C'est que on ressentirait pas ça si on nous inculquait pas cette peur de l'échec aussi. Oui. Parce qu'on a des cases à cocher, on a comme je le disais dans l'intro, des caps à passer. Et que ce soit à grande ou petite échelle, que ce soit à l'école primaire de réussir une petite évaluation ou de réussir à lever la main,
ou encore une plus grande échelle, le fameux mariage, bébé, retraite, enfin voilà. Et cette pression sociale qu'on vit tous les jours, même si les temps changent et que les futures générations ne voient pas forcément les choses comme ça, parce que ça évolue, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, on considère plus, ou du moins moins, qu'on ait des cases à cocher, comme je disais, diplôme, travail, vie sociale, comme si cette société nous poussait à réussir selon un modèle précis encore, même si évidemment ça évolue, comme je le disais. Mais je trouve que du coup, c'est comme si chaque échec était un jugement de valeur sur nous, sur ce qu'on est capable de faire, et surtout ce qu'on n'est pas capable de faire. Et ça, je trouve ça assez dommage. Est-ce que aujourd'hui, en tant que... c'est pas nouvelle génération, parce qu'on n'est pas la toute dernière nouvelle génération, mais est-ce que vous ressentez quand même cette pression sociale de la société ? Des cases à cocher, des steps à passer, enfin... Je pense qu'il y a de ça. De par nos parents, je pense qu'ils suivaient un chemin un peu tout tracé où il fallait avoir un travail stable, un CDI, construire sa famille, etc. Et je pense que nous, on n'a pas envie de reproduire ces schémas-là. Ouais. Et donc, on prend des routes un peu sinueuses par moment. Et ça ne plaît pas toujours à nos parents qui... moi, j'ai déjà entendu des discours de dire les nouvelles générations, dès qu'elles échouent, elles changent de plan, elles changent de carrière, ils baissent les bras et tout ça. Et je pense que c'est juste des façons de faire différentes, quoi. C'est ne pas se tanner à faire un truc qui marche pas, en fait, tout simplement. Et d'aller vers d'autres horizons aussi, de tester plein de trucs. C'est ça que je trouve fort chez nous, c'est que on arrive à aller sur plein de chemins différents et parfois en même temps. Et on fait plein de choses. Alors oui, avant, il y avait peut-être plus cette recherche de stabilité. Aujourd'hui, on est plus dans la curiosité, mais toujours faire des trucs qui nous plaisent. Et moi, je trouve ça bien. Après, personnellement, je ressens toujours un peu ce truc de case à cocher, quoi. Même si je veux pas le faire, parce que par exemple, pour l'instant, je veux pas forcément avoir d'enfants. J'ai des personnes de mon entourage qui sont d'anciennes générations qui me disent encore alors le bébé il est où, à quand le bébé et tout. Non, parce que je t'explique, c'est pas parce que toi t'as fait comme ça que moi je vais faire comme ça. Et en plus ces personnes là ils viennent d'une génération, alors du coup là je parle de 2 générations avant nous, pour moi en tout cas, c'est une personne qui a fait des enfants pour faire des enfants, parce qu'il fallait faire des enfants. Ça, je trouve ça encore plus dommage, quoi. Parce que du coup, les enfants, oui, sont voulus, mais pas pour la bonne raison. Et moi, je veux pas du tout reproduire ce schéma-là de faire des enfants pour faire des enfants, par exemple. Il y a aussi cette idée de performance. Aujourd'hui, il faut performer un petit peu partout, dans tous les domaines que tu entreprends, aller jusqu'au bout et tout donner et ne rien lâcher, et toujours t'accrocher, etc. Sauf que le jour où parfois il y a des obstacles, où ça devient un petit peu dur et tu faiblis, il n'y a pas grand monde qui va être là et va te dire en fait c'est ok, ou t'en fais pas, prends du temps pour toi, etc. Ce sera plutôt l'inverse, ce sera plutôt oui, là en fait t'as mal fait là, ou là t'aurais dû faire comme ci, ou là t'aurais dû faire comme ça. Toujours en train de pointer ce qui va pas, quoi. Et là la notion d'échec elle est hyper dure à vivre et à encaisser, parce qu'en fait du coup c'est ultra négatif. Et pourtant, ça devrait faire rebondir. On devrait, à un moment donné, quand il y a un échec, on devrait se dire « Mais non, mais en fait, je vais m'accrocher et je vais y arriver. » Sauf que parfois, il y a cette idée de performance par tout le monde et qui est hyper forte, qui du coup nous empêche et nous bloque aussi. Ouais. Je pense que c'est un truc un peu de mentalité française, de toujours devoir montrer aux autres qu'on est capable, qu'on sait faire des choses, et que si on les fait pas bien, ou comme la société... l'avait imaginé, on est un peu la paria du groupe, c'est ça. Et je pense que c'est aussi un truc lié aux réseaux sociaux, parce qu'on a, en tant que nouvelle génération, on a un champ des possibles multiple quant aux études, aux voyages à faire, aux jeunes qui entreprennent très vite, et je pense qu'on se compare aussi énormément, et donc forcément sur les réseaux on voit pas ce qui marche pas, on voit pas les échecs, et on pense que tout le monde réussit tout parfaitement, et ça met une pression
dans la société, mais aussi à nous-mêmes, à se dire, bon, bah, purée, cette personne-là, à 22 ans, elle a déjà une entreprise, une marque, Ouais. un truc, elle fait des Elle voyages Tour du travaille. monde et tout. Ouais. Toi, et t'es moi, là. je suis là à vivre chez mes parents, je suis encore dans les études et je sais pas trop quoi faire de ma vie. Enfin, Ouais, c'est la comparaison qui Oui, nous tuera, de toute façon. C'est dans tous les cas. On en parlait aussi sur l'épisode de gérer ses émotions. Allez voir si ça vous intéresse, mais cette comparaison, ça finit par nous détruire déjà mentalement. Et puis même, c'est pas bon de se comparer parce qu'on avance tous à un rythme propre à chacun et propre à nous-mêmes. Et en fait, comme je dis souvent, bah, chacun son Everest en fait. Ton Everest, ça peut être de passer le bac. Bah, moi, mon Everest, bah, c'est d'être prof. Voilà, et c'est aussi parfois juste de prendre la parole en classe. Parfois, c'est mon Everest. Ou c'est de réussir à mettre ma... Enfin, on en parlera plus tard. C'est aussi l'échec enfin, la relation de l'échec par rapport au sport. Je trouve ça super important. Mais c'est parfois mon Everest, bah, c'est juste à réussir à mettre une bonne flèche dans ma cible parce que je fais du tir à l'arc. Et ou toi, Noah, qui a fait du badminton en compétition, c'est aussi... gagner son match et voilà, alors que c'est pas forcément important de gagner un match au final Si, c'est très Oui, non, important. Écoutez pas ce que disent, c'est très très important. non mais dans une vie, enfin je veux dire, bah c'est le rapport que tu vas avoir à cet échec qui compte ou cette réussite, mais du coup on est d'accord, il y a quand même cette pression sociale qui pèse encore aujourd'hui, même si on voit plus de moi je veux de plus en plus par exemple des personnes qui disent ok bah là par exemple j'ai foiré mon master, du coup comment j'ai fait pour rebondir, et je trouve que c'est... Alors la comparaison, ça nous tue, oui, mais parfois ça nous aide aussi. Du moins pas la comparaison, mais le fait de partager nos échecs, bah, ça peut nous aider à mieux les gérer. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui. Mais voilà. Ça, c'est sûr. On se sent beaucoup moins seul quand Ouais. on se rend compte qu'en fait, ah bah, on n'est pas tout seul Ah et non, que ouais, tout va bien, voilà. on peut respirer, ça va. Ouais. Ah bah oui. Hein. Et puis après, qu'est-ce que l'échec? Est-ce que c'est un échec pour soi-même? Est-ce que c'est un échec parce qu'on a voulu plaire à quelqu'un, à nos parents, à la société? Tout est relatif. Parfois, un échec est là pour nous apporter que du mieux par la suite et nous ouvrir une porte qu'on n'aurait pas forcément ouverte et qui est peut-être meilleure que le plan de base. Ah, c'est possible. Il y en a qui diront que bah, si j'ai échoué, c'est que c'était un signe. Moi, je suis pas de ce... Noé et moi, je pense que... Non, moi je suis pas trop de cet âge-là. Moi non enfin. plus. Parce que toi comme moi, on a tendance à se tanner en fait. Ouais, voilà. Enfin, ouais, non, pour Et, moi, l'échec, enfin- c'est pas juste un... Non, mais vas-y, c'est un signe du destin. Non. Non, c'est Ouais. parce que c'est ma faute. On le Ouais, perçoit voilà. comme ça. Ouais. Enfin, moi, je le C'est perçois marrant. comme ça. Moi, je vais le percevoir, moi, je vais me dire c'est la faute des autres. Ah ouais? Ah Oui. ouais Ah ouais? Pourquoi Parce que pour moi, je vais toujours faire en sorte de tout donner, d'être toujours souriante, d'être toujours là pour les gens, d'être toujours là pour moi, de toujours tout donner avec toujours le sourire, être positive. Je suis très comme ça, je suis très nature, je crois en beaucoup de choses. Et du coup, quand je suis freinée, j'ai l'impression que c'est à cause des autres. Et donc moi... me dire j'ai échoué, je trouve souvent la faute, enfin je remets la faute sur quelqu'un. C'est pas forcément bien. Ah, c'est super Parce intéressant que- ça. Ouais, c'est pas forcément bien parce que Ouais, non mais c'est Il y a des fois, c'est vraiment moi, hein. Tu vois. il faut que je prenne du temps à m'en rendre compte et Ouais, c'est là ouais. où ça devient dur pour moi. Mais c'est vrai que je vais souvent partir du principe que c'est la faute des autres si j'y arrive pas. Et tu crois pas que justement c'est une manière de mettre un peu enfin ouais, de dénier un peu le fait que t'aies échoué? Je pense oui. Je pense que j'ai du mal à me dire parfois non mais là si t'y arrives pas, bah, c'est juste parce que toi t'as pas bien fait ça. Ok. J'ai beaucoup de mal à me dire ça. Moi, je fais les choses et puis soit j'y réfléchis pas, soit je me dis bah c'est bien ce que j'ai fait, je suis contente de moi, c'est cool. Ok. Et puis sinon, si ça marche pas, je vais me dire mais c'est la faute des autres, enfin voilà, ça va être la faute de ma prof ou ça va être la faute de ma coach ou ça va être la faute voilà de mon entourage Tu le reçois comme ça en équitation? Parce que Lola fait de l'équitation. Oui, je monte à cheval complètement. Moi, il y a un an et demi, j'ai beaucoup chuté à cheval. Et je me suis fait souvent mal, mais à chaque fois, je remontais, etc. Et souvent, j'ai remis la faute à ma coach. Ok. Parce que du coup, bah, j'y arrivais pas, parce que j'avais pas les bons chevaux qui allaient bien avec moi. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, par contre, avec le recul,
j'arrive à me dire non, mais en fait, c'était moi. Moi, du coup, j'étais pas dans une bonne headspace, j'étais pas dans un bon mindset, j'étais pas. Voilà, j'ai pas su sentir les choses à un moment donné avec le cheval, j'ai pas su à un moment donné comprendre les choses. Donc, je suis passée à côté, donc j'ai échoué. Ok. Ah, c'est super intéressant. Ouais, c'est très intéressant parce qu'on a toutes des visions. Tout à l'heure, Laurine, tu disais c'est peut-être un signe du destin. Moi, je suis. Peut-être une forme de déni aussi, mais me dire tout arrive pour une raison. Ok. Et je vais suranalyser le truc en me disant pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Donc, un peu une forme de culpabilité comme vous deux, Noah et Laurine, mais aussi une optique de tout arrive pour une raison. Si ça n'a pas marché là, c'est peut-être que ça devait pas marcher, donc je trouverais peut-être mieux ailleurs. Tu vois, parfois je suis dans cette optique-là, dans cette vision-là. Je me dis, ouais, mais là vraiment, si ça marche pas, t'as essayé plein de fois, peut-être que c'est vraiment que ça marchait pas. Voilà. Par exemple, dans une relation amicale ou amoureuse, tu te dis, déjà, alors encore, c'est encore plus différent avec un humain, parce que c'est un humain qui est en face, tu vois, c'est pas que toi. Donc oui, ça peut être la faute de l'autre aussi, et bien souvent, c'est une faute partagée, hein. Mais il m'est arrivé de me dire, là, c'est que ça marchait pas. Ou alors que cette relation, peut-être qu'elle est venue à bout de quelque chose et que je dois pas la percevoir comme un échec, mais plutôt comme une personne qui a fait partie de ma vie. Et puis maintenant, on sépare nos chemins et voilà. Mais j'ai quand même plus tendance à me tanner, à prendre la méthode dure et de me dire non, là t'as échoué, regarde ce que t'as fait. Et bien souvent c'est encore une fois cette petite voix dans ma tête qui me fait t'as échoué là, t'es nul en fait, c'est ça le truc. Ouais, voilà, moi j'ai surtout ça. Et du coup t'as la rage, mais en même temps c'est une rage dévastatrice et pour toi parce que tu t'auto-détruis à faire ça. C'est voilà, que franchement quand je suis face à ma cible et que j'y arrive pas, je suis pas bien, et Noah le sait parce qu'on fait du tir ensemble. Je confirme, oh là là. Mais comme toi, quand t'es au badminton et que ça marche pas, tu vois, c'est cette rage de te dire mais c'est de ma faute, je l'ai pas eu ce putain de volant, alors qu'il était là, et tu trouves toutes les raisons pour te dire que c'est de ta faute, au lieu de justement te dire non, il y a eu ça qui a fait que... Par exemple, là pour le coup, je vais rejoindre Lola parfois, surtout dans le sport. Quand je fais du badminton et que je fais des matchs en double, notamment, je dis pas ça pour Laurine, parce que je fais du badminton avec Laurine en double, parfois. Mais, avec des partenaires passés, il y a des moments où je vais être en mode, mais en fait, là, tu joues à quoi ? Là, je remets la faute sur l'autre, parce qu'en fait, je sais que, là, c'était pas moi. Là, c'était à toi de bien jouer ton coup. Je sais quel niveau tu as, je sais pourquoi on est partenaires. Donc là, en fait, non. C'est un coup, tu réponds. C'est à toi de te donner à 200% pour qu'on y arrive. Quoi. Voilà, là, tu te donnes pas à 200%. Moi, je suis là, je me pète le crâne à me donner à fond et tout. Et toi, en fait, t'es là, tu vas nous faire perdre le point. Tu vas nous faire perdre notre match, voire même notre tournoi entier, parce que t'es pas foutu de bien répondre. Ça, c'est l'envie de tellement réussir. Ah, mais oui, mais de tellement vouloir y arriver. Et en fait, ça te pousse, t'as envie, quoi. T'as envie de tout donner, t'as envie d'y arriver et tout. Et moi, je suis comme ça, oui. Ouais, mais je pense que parfois, c'est... Voilà, ce que disait Laurine, c'est très... ça t'auto-détruit, hein. Ça a détruit des partenariats, des paires de doubles. Ça fait encore mal, hein. Je vais pas mentir en disant plus tard... mon partenaire, il me manque quand même. Mais ça, c'est quand t'es tellement passionné, je pense. T'as tellement envie d'y arriver, t'as tellement envie de te donner, t'as tellement envie de faire bien les choses, t'aimes ce que tu fais. Moi, dans l'équitation, c'est ma plus grande passion. Donc, t'as envie de te donner, t'as envie d'y arriver. Et quand tu vois que tu n'y arrives pas, mais pourtant, t'as tellement l'envie, elle est là. En fait, c'est obligé à un moment donné de dire non, c'est la faute des autres. Mais c'est plus facile de se le dire, alors que c'est pas du tout ça et c'est pas bien, mais c'est plus facile de se le dire en fait. On se le cache. Tu vois, au tir à l'arc, je peux pas dire que c'est la faute des autres. Oui, parce que là, du coup, ça dépend que de moi. Ouais. Non, mais elle dit que c'est la faute de l'arc. Bien souvent, elle dit que c'est la faute de l'arc. Non, mais parfois c'est vrai, parce que parfois c'est vrai. Oui, là, mon arc, j'ai un arc perso, du coup, je tire personnellement sur mon temps libre. Là, mon arc, il a un problème. J'ai essayé pendant des mois, je me suis dit que c'était moi. Non, factuellement, l'arc a un problème. Donc, c'est pas toi, au bout d'un moment. Mais voilà, quand je suis face à ma cible, si je perds, c'est ma faute. Si je gagne, c'est grâce à moi. Et c'est un peu une relation assez autodestructrice, mais bon.
Relation toxique. Je continue quand même. Mais voilà, en tout cas, moi, l'échec, je le vis très mal. C'est un truc que j'arrive pas du tout à gérer et j'arrive pas du tout à me dire oui, mais ça t'apprend un truc sur la vie ou ça te donne une leçon. Non. J'ai échoué. C'est à moi de mieux faire la prochaine fois, de faire mieux la prochaine fois, mais en aucun cas, oui, ça m'a appris un truc, c'est que là, j'ai mal fait, c'est tout. Même avec du recul, t'arrives pas à te dire, ok, J'ai du mal. peut-être que là, c'était pas le bon moment, mais... J'ai vraiment du mal. Ok. Enfin, ça dépend de la taille de l'échec, tu vois. Ouais, c'est ça aussi. Parce que ça peut être ça un dépend, petit échec. Ou... ouais, à quel point t'en as eu envie et finalement t'as échoué. Ouais. À quel point c'était important aussi, c'est ça. Exactement. C'est plus tu mets d'importance dans quelque chose, bah, plus si t'échoues, ça va te faire mal, forcément. Par exemple, une éval de maths, j'en avais rien à faire de l'échouer, parce que je savais, dans tous les cas, il y avait pas trop de surprises quand je voyais la note. Alors que vraiment, quand je faisais mon oral d'anglais, je donnais tout. Parce que c'est ma matière, parce que j'y accorde une importance... j'ai accordé une importance quasi primordiale au lycée. Et que je savais aussi que c'était un truc qui m'aiderait pour plus tard. Donc, je vois ça un peu comme des paliers. Donc voilà. Mais... tout dépend de la pression qu'on se met. De toute façon, c'est ça, c'est lié à la pression. Je pense que tout est lié à la pression, et extérieure et interne aussi. Il y a des gens qui vont être très, très calmes, qui vont se dire, bon, là, j'y vais, je me suis préparée tranquillement, et qui vont pas du tout avoir ce phénomène de se mettre de la pression, ou du moins, ça sera pas visible. Et au contraire, d'autres qui vont être très anxieux, se mettre une pression de dingue. Clairement. Se mettre une pression de dingue et prendre chaque petit échec. Enfin, est-ce qu'il y a des petits, des grands échecs? Ça dépend de chacun, je pense. En fait, c'est la perception qu'on a par rapport à ça. Comme je le dis bien souvent, tout est une question de perspective. C'est assez subjectif. Voilà, c'est exactement. très subjectif. Chacun, après, le vit différemment. Et moi, je sais, par exemple, je prends l'exemple d'Augustin, qui est dans notre classe, du coup, et qui était en stage avec moi pour enseigner, là, il y a quelques semaines. Ouais. Et on a deux façons de faire complètement opposées dans la gestion du stress et dans la gestion de l'échec et de la préparation, etc. Ouais. Lui, il arrivait vraiment à se détacher de ses cours, à se détacher de la préparation. Il n'était pas autant stressé que moi. Je savais que moi, par exemple, j'en dormais pas forcément bien de temps en temps. J'avais besoin vraiment de préparer, anticiper mes cours pour me dire, ok, là c'est bon, je suis prête, je vais faire face et ça va être super. Ouais. Et ça dépend des gens, ça dépend de comment on le vit et de comment on fonctionne, comment on voit l'échec et ce qu'on se donne comme objectif. C'est la pression qu'on se met, c'est la préparation aussi à ce qui nous attend. Et j'avais vu un truc que je voudrais vous lire. J'ai vraiment cette perspective-là par rapport à la pression, justement. Je vous le lis, c'est la pression est le signe que tu as gagné une place où les attentes sont élevées et que l'opportunité de relever un défi est à portée de main. C'est le reflet de ton potentiel, de la confiance qui t'est accordée. Et ça, je trouve ça vraiment fort, parce que je le perçois vraiment comme ça. Comme si, en fait, je ressens une pression parce que je sais que j'en suis potentiellement capable. Et maintenant, c'est à moi de prouver que j'en suis capable. À me prouver à moi et prouver aux autres. C'est comme ils disent, c'est un défi à portée de main. Maintenant, c'est est-ce que j'y arrive, quoi. Et la pression, j'en ressens énormément. Ne serait-ce que nous, on a commencé à donner nos premiers cours tout seuls. La pression était à son comble, comme on dit. Mais au final, quand on y arrive, la satisfaction n'est que plus forte. Je suis sortie de ce cours, j'avais envie de pleurer parce que je me suis dit, waouh, tu l'as fait, quoi. Et je ne l'ai pas perçu comme un échec. Et par exemple, y a des gens qui ont fait leur premier cours là, qui ont perçu certains de leurs cours comme un échec. Et je lui ai dit, mais en fait, je lui ai dit ça, mais moi, si on me l'avait dit, j'aurais dit non, tais-toi. Je lui ai dit, mais en fait, c'est pas un échec, c'est juste une leçon pour que tu fasses mieux plus tard. Et au moins, vaut mieux que tu te foires maintenant, plutôt que quand tu seras prof déjà. Et en plus, on est là pour apprendre, quoi. Mais ça, je me l'applique pas du tout à moi-même, évidemment. Et ça dépend du point de vue, encore une fois. Avec ma binôme de stage, le dernier cours avant les vacances, elle avait l'impression pour elle
que ça s'était super mal passé parce que il y a plein de petits détails qui ont fait qu'elle s'est mis une pression immense à 2 minutes d'ouvrir la porte aux élèves. Ouais. Et en fait, avec nos tutrices, d'un point de vue extérieur, mais c'était génial. On a vu des élèves, des ados vraiment à fond dans l'activité, super heureux de faire un jeu qui changeait de l'ordinaire. Et ils sont repartis, ils avaient le sourire alors qu'au début, ils étaient énervés. Ouais, bah oui. Enfin, énervés, fatigués parce que c'était bientôt les vacances. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir que intérieurement, on peut penser que c'était vraiment nul, Ouais, c'est ça. alors que d'un point de vue extérieur, c'est totalement le contraire. Mm. Et oui. Encore une fois, c'est une question de c'est super perspective. subjectif. C'est relatif à la personne et à la perception qu'on a de ça. De quoi. soi. Mhm. Mm. Et de soi, oui. Bah, le problème, c'est que quand à un moment donné aussi, on a quand même vécu pas mal d'échecs ou de moments un petit peu difficiles dans ses objectifs et dans ses ambitions, c'est dur aussi d'avoir une belle estime de soi et de la confiance en soi. De se dire, allez, là, c'est bon, maintenant, j'y vais et je vais y arriver. Et je passe au-dessus de ça et c'est bon, c'est hyper dur. Ah ouais, bah, Parce qu'il y a des moments... moi. Mais voilà, c'est ça, il y a des moments où on va quand même super facilement douter de nous, finalement. Mhm. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Donc c'est Ouais. très dur d'avoir du recul et de se dire, c'est bon, là, je souffle, ce que j'ai réussi, enfin, ce que j'ai fait, je l'ai réussi, donc Ouais, ça va me exactement. suffire, ce que j'ai fait là, et c'est très bien. Le problème, c'est que je crois que, en fait, mes échecs, je les perçois d'une manière. Enfin, en fait, quand j'ai un échec, je revois tous les autres d'avant. Et quand j'ai des réussites, bah là, pour le coup, c'est totalement différent. Je vois plus mes échecs. Donc, au final, j'apprends pas. Donc, enfin, c'est un peu contre-intuitif, mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et cette question de perception et de regard, en fait. Le regard sur soi. Ouais, voilà. Oui. Et quand t'échoues, bah, en fait, c'est comme si tu enlevais une petite partie de ton estime. Complètement, mais à 1000% même. Mm. Quand tu échoues, tu remets tout même en question. Enfin, ça dépend encore de l'échec, encore une fois. Mais il y a des échecs qui font tellement mal, malheureusement. Mm. Et oui, il faut passer par là, c'est sûr, mais ça remet beaucoup de choses en question. On se dit, mince, est-ce que je suis capable ? Est-ce que finalement, je peux y arriver Ça là remet tes capacités en question et Mais tout ce que complètement. t'as appris alors que tu sais. Complètement. Factuellement, tu sais, c'est juste que bah, Faut y croire. cette fois, t'as pas réussi. Oui. Et Et- puis, c'est pas les autres qui peuvent t'aider dans ça. Non, bah non. Les autres, ils auront beau te dire mais non, mais tu vas y arriver, tu peux le faire. Oui, voilà. C'est adorable, c'est super Ça gentil. donne de la confiance, Merci mais au beaucoup. fond, Mais en fait, quand toi, t'y crois pas, ouais, pour le déjà, moment, faut y ça croire. peut rien faire. Et quand t'es face à ton truc, bah, t'as beau avoir les autres qui te soutiennent derrière, t'es face à ton truc et t'es tout seul. Ouais. Donc, Et parfois, je fais le lien avec les élèves et ce qu'on nous dit en formation, mais il faut savoir se mettre des objectifs, des challenges qui soient réalisables Aussi. et pas et se dire atteignable, ouais. Aussi, ouais. je vais faire tel truc pendant jusqu'à la fin de l'année alors qu'on sait factuellement qu'on va le tenir qu'une semaine et Exactement. encore. C'est Et précisément donc ça. forcément, l'échec va faire plus mal en se disant je suis même pas capable de tenir mon objectif. Mais c'est dur quand même parce que moi, personnellement, je saurais pas quoi me dire ok, là, je peux l'atteindre et là, je peux pas l'atteindre. Parce que Mm. c'est dur de trouver une mesure, en fait. Enfin, moi, Oui. ou alors, j'ai pas de demi-mesure et justement, je rêve trop et j'ai trop d'ambition et je me dis trop non, mais ça, je vais y arriver, c'est sûr. Ouais, je vais trop faire ça. Mais c'est dur, je trouve, de se freiner et de se dire ah, en fait, je suis peut-être pas capable. Autant sur des petites choses au quotidien. Ok, Oui. autant sur le métier de tes rêves que tu as envie de réussir et que tu as envie d'arriver à atteindre, ou un sport que tu as envie d'atteindre un certain niveau et de se contenter de finalement peu parce que tu te dis bah en fait tu pourras peut-être pas l'atteindre. Je trouve même mentalement c'est dur. Alors c'est bien parce que tu te préserves et du coup t'as pas peur autant de l'échec, mais je trouve aussi c'est dur parce que du coup tu réduis entre guillemets tes capacités selon moi, hein, selon comment je le vois en fait. Ouais, non, mais je suis d'accord. Tu réduis un petit peu comment tu te vois. Ouais, bah c'est ça. Hein. Non, mais ouais, enfin, sur cette idée du métier de rêve et tout, machin, je rêve d'écrire un livre. Je rêve, c'est un rêve depuis l'âge de mes 10 ans, j'étais allée savoir pourquoi. Et là, c'est vraiment, enfin, depuis l'année dernière, c'est vraiment un objectif
que j'aimerais atteindre dans ma vie, dans ma vie professionnelle, ce serait réussir à écrire un livre. On va être honnête, déjà juste réussir à écrire 100 mots par jour, c'est super compliqué, c'est super dur et ça demande un travail mentalement très compliqué. Et je sais que par exemple samedi c'était mon programme de la journée. Je m'étais dit vas-y Noah, là t'écris vraiment, tu passes ta journée, t'essayes de j'ai un thème que je veux aborder, que j'ai commencé à écrire. Je l'ai toujours pas fini, ça fait 3 semaines que je suis dessus et je suis en mode non mais là c'est bon, je vais réussir. Et à la fin de ma journée je me suis dit ouais, je me suis bien reposée, mais il y a ce petit échec de je l'ai pas fait. Et en fait je me dis c'est beau d'avoir ce rêve et vraiment j'ai envie de pouvoir le faire parce que je sais que j'ai les capacités de le faire, parce que j'ai les idées et qu'écrire en vrai c'est un truc qui me passionne tellement que je sais que j'aurais pas de problème à le faire, mais il y a cette peur de ouais je veux me lancer dans l'écriture et tout machin, mais derrière ça se trouve ça va pas marcher, ça va plaire à personne, je pourrais pas. C'est la pression que tu te mets. C'est la pression que tu te mets, alors que juste c'est ton kiff et juste écris quoi. Qui me bloque, clairement ça te bloque. Ouais, ça te bloque. Ça me bloque alors que c'est un truc, je pense envie plus que tout. Ah mais oui, vraiment, et tu peux pas te forcer à écrire, non, moi j'écris aussi mais je peux pas me forcer à écrire. L'inspiration elle vient quand elle vient, et même si ça doit venir à 3h du mat ou dans le train, j'écris quand ça vient. parce que déjà si tu te forces ça se ressentira dans tous les cas. Mais comme les épisodes du podcast, ça se ressent si je me force. Et pour l'instant je me force pas, donc c'est très bien. Mais faut pas faire pour se forcer, tu vois. Parce qu'encore une fois tu t'essayes de passer, là c'est toi qui t'imposes des cases à cocher finalement. Oui, clairement. Alors que juste, tu suis ton chemin, ça se finira quand ça se finira, et l'important, c'est que t'en as envie. En fait, c'est ça qui doit te motiver, c'est l'envie, mais c'est pas la pression. Ou alors, faut changer ton rapport à la pression. Ah, mais j'ai un rapport à la pression très je sais bien, on a la même, donc... C'est depuis la 6e, j'ai un rapport à la pression qui est assez compliqué. Perso, dans mes études, j'ai toujours été assez bonne. Au début, parce que je dis pas que maintenant je le suis, maintenant je suis vraiment... tout en bas de l'échelle, Pas du tout. Ah si. Si t'es là, c'est pas pour rien. Ouais. Et ouais, non, dès la 6e, j'ai ressenti les premiers trucs de pression interne et externe aussi. Maman, si tu écoutes ce podcast, je t'aime. Mais il y avait un petit peu de pression. Il y en avait clairement. Ouais. Mais je pense qu'il y en avait beaucoup qui étaient internes aussi. Et puis, t'as les premiers... T'as les premières appréciations, les premières félicitations et tout le monde te dit non mais Noah tu fais un travail super et tout, continue. Mais du coup ça te pousse à continuer. Et en fait ça me pousse à continuer et en fait ça m'a bouffé mais toutes mes années de collège, de lycée. Je suis arrivée au lycée, je me suis tapé un 10 de moyenne générale alors que j'étais à 14 au collège. Mais je me suis fait descendre, mais je me suis descendue moi-même en plus. C'était le rapport à la pression, alors que je savais forcément que mon niveau allait baisser, mais c'était fou. C'était fou. On est passé de non, mais c'est tranquille là. Non, mais là, Noah, t'étais en train de foirer ton truc. Je suis passée de félicitations à j'ai plus d'appréciation. Je sais pas si vous aviez ça dans vos établissements. En fait, c'était soit t'avais les félicitations, les encouragements, soit t'avais rien. Ah bon? Ouais. Je n'avais rien. Donc, en fait, je passais mon semestre. J'étais tranquille, mon trimestre à l'époque. J'étais tranquille, mais par contre, j'avais aucune... J'avais pas de nomination ou je sais pas quoi. Et vraiment, le fait de pas avoir cette validation académique... Mais c'est tout le problème. Ça, c'est dur, hein. C'est qu'on vit... La validation familiale. Voilà. En fait, c'est tout ça. Encore une fois, c'est une case à cocher. Ok, j'ai pas déçu papa et maman. Ok, j'ai eu les compliments. Ouais, mais je voulais les félicitations, en fait. Pourquoi j'ai pas réussi à avoir les félicitations et ma pote qui travaille autant que moi les a eues? C'est tout ce problème sociétal et surtout de l'éducation française. Malgré que je vais être dans l'éducation nationale française, il y a des trucs qui vont pas du tout. Et ça en fait partie. C'est ce truc de comment on valorise un élève. Est-ce que c'est parce qu'il a échoué qu'il doit pas être valorisé? Comment on pousse nos élèves à toujours faire correctement, mais ne pas se mettre trop la pression. Mais en même temps, on leur met la pression parce qu'ils ont des cases à cocher. On n'arrête pas de leur rabâcher qu'il y a le bac à la fin de l'année,
Que maintenant, ils sont... dès qu'on entre en seconde, la première chose qu'on entend, c'est « Bon, maintenant, vous êtes en seconde, vous êtes des grands, le bac, c'est bientôt, donc va falloir vous choisir vos réveiller. » spécialités, donc Les savoir ce que spécialités, vous voulez l'orientation. faire plus tard. C'est une période qui est très compliquée, l'adolescence, et on peut pas demander... Enfin, on peut pas mettre autant de pression sur des adolescents qui sont parfois perdus, alors parfois confortés dans l'idée de ce qu'ils veulent faire, mais c'est pas le cas pour tous, et ce serait bien que ce soit le cas, mais c'est pas le cas. Et Donc, souvent, je trouve que les élèves, pour les avoir écoutés et entendus en stage, et aussi nous-mêmes, jusqu'à, je pense, les études supérieures, on fait les choses pour les autres, pour avoir des bonnes notes, pour nos parents, pour quelqu'un d'autre, mais jamais pour nous-mêmes. Exactement. On apprend parce qu'il faut apprendre, on n'apprend pas parce que, tiens, tel sujet m'intéresse. Et je pense que à partir des études supérieures, parce qu'on a fait le choix, j'espère, et normalement dans la majorité de nos études, on fait les choses un peu plus pour nous, et parfois c'est au détriment de notre famille parce que ça va pas dans leur sens. Et c'est dur, hein, parfois, de faire les choses pour soi et de tenir les choses pour soi, pour ce qu'on a décidé de nous. Et donc les élèves, je pense qu'ils font souvent pour être appréciés, bien vus, validés académiquement par leur famille. Et je pense que c'est pour ça qu'ils comprennent pas l'importance d'apprendre telle et telle chose, parce que c'est pas juste pour passer le bac ou pour passer le brevet, c'est aussi pour leur culture à eux. Oui, mais ça, dès que tu dis ça à tes élèves, t'as l'air vieux jeu, quoi. Parce que nous aussi, on a entendu ça. C'est pas pour moi que je fais ça. C'est pour vous. Oui, mais d'accord, mais nous, encore une fois, on le fait pas pour nous-mêmes non plus. Donc, finalement, ça plaît à personne. Donc, essayons de trouver un compromis à tout ça. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que la peur, ça vous la peur de l'échec comme ça, là, ça vous a déjà empêché de faire quelque chose ? Oui. Oui, je pense. Ouais. Oui, ça a déjà bloqué. Moi, j'avais tellement peur que je me suis dit, mais non, mais je suis vraiment pas capable, c'est trop, là, c'est pas possible. Et du coup, en fait, avant même d'échouer, je dis à tout le monde que je vais échouer. Ah oui, c'est un changement de point de vue interne à faire. Ah, mais complètement. Ok, d'accord. Nouveau concept. Mais pourquoi Je te jure, c'est vrai, je sais pas. En fait, j'ai tellement peur d'échouer moi-même et de pas y arriver que du coup, je vais me dire, je le sens pas. En fait, je le sens pas. Demi-tour, je le voulais absolument, mais j'ai pas assez confiance en moi, j'y crois pas assez moi-même. Je sens que je vais échouer. Et du coup, j'anticipe et je dis à tout le monde, non, mais de toute façon, je le fais, mais je vais pas y arriver. Est-ce que c'est un moyen pour toi de... Parce que tu annonces que tu vas peut-être échouer, que les gens soient un peu plus cléments avec toi ? Oui, il y a moins de pression. Okay. Et en fait, derrière, il y a beaucoup moins de pression. Ça me remet un petit peu les choses en perspective et ça m'aide à me dire, non, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, j'échoue. Et au pire, c'est ce que je suis en train de dire, ça va se passer. Parce qu'en plus, quand on le dit, généralement, voilà, ça se passe. Donc, malheureusement, je l'ai dit. Mais en fait, ça m'aide aussi à dédramatiser. À me dire, non, ouais, du coup, quand t'arrives devant... Mais c'est bête, quand t'arrives devant l'échec, est-ce que ça fait moins mal ? Je suis même pas sûre. Ah ouais, en plus, dommage. Je suis même pas sûre parce que... Alors, sur le coup, je pense que oui. Je pense que clairement, sur le coup, ça m'aide et je me dis, non mais c'est bon, je relativise, c'est pas grave, tout va bien. Et puis, au final, après quelques semaines et quelques mois passés, tu vois, si j'ai tendance à trop y repenser ou à un peu que ça m'impacte encore au quotidien, c'est là où, en fait, ça me revient en pleine face, quoi. Donc, c'est là où c'est dommage, finalement. Parce que c'est là où il faut croire en soi. C'est là où il faut se dire et se battre. Il faut pas anticiper l'échec parce qu'on a trop peur de l'échec. Tu vois, j'ai tendance à faire totalement l'inverse. C'est que j'ai appris 2 trucs. C'est soit tu parles... il y a 2 méthodes. Soit tu en parles comme si tu avais déjà réussi. Ouais. Donc tu dis les choses... Tu y crois encore plus, voilà, c'est ça. Donc tu dis les choses au présent. Par exemple, j'ai réussi... je réussis tel match, je réussis telle évaluation et tout. Soit t'en parles... en fait, si t'as pas... En fait, c'est limite du déni et un peu un rôle que tu joues, mais te dire ok, j'ai confiance, je vais y arriver, de toute façon, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, tu vois. Et parfois, je le fais, ce truc-là. Je fais, de toute façon... je suis trop forte, il n'y a pas de raison que je réussis pas, tu vois, on s'en fout. Enfin, voilà, let's go.
Et de toute façon, je vais réussir. Et je le dis souvent ça, mais pas autour de moi, parce que sinon les gens vont me prendre pour une folle. Mais parfois, je fais non, mais de toute façon, je vais réussir, donc legit, quoi. Et au final, résultat... Est-ce que ça marche? Pas forcément, parce que quand t'échoues, Est-ce qu'il faut, Est-ce qu'il faut que je fasse ta méthode et ta technique? Non, mais je pense que dans l'appréhension que tu as de l'échec, du coup, ça te conforte dans l'idée que déjà, toi, t'y crois. Fake it till you make it, tu vois. Exactement, c'est ce que j'allais C'est dire. vrai. Till you make it. C'est beau. C'est une philosophie de vie. Hein. Ah bah oui, Ah hein. bah oui. De toute façon, les Je- Américains. Tu demandais tout à l'heure l'échec, est-ce que... Voilà. Moi, je pense que, en fait, j'arrive pas à me dire que je vais échouer. Ouais. C'est peut-être un peu être un but de soi-même, j'en sais rien. Mais non. je Non, en c'est une fait, motivation, c'est go. une force. Je me dis, je peux pas échouer parce que dans ma tête, je me suis déjà fait 5000 scénarios en me disant, si ça marche pas là, je vais faire ça. Et puis si ça marche pas, je fais ça. Et en fait, bon, à la base, c'est peut-être pas ce que j'avais prévu, mais vu que je l'avais anticipé dans ma tête, c'est un peu des trucs de fou, hein. Mais vu que je l'ai De toute façon, on anticipé est tous dans fous ma ici, tête, t'inquiète. je le vis pas comme un échec. Ok. Mais ça veut dire que pendant plusieurs semaines, j'ai ruminé le truc et c'est pas forcément mieux pour la santé mentale. Hein. Ouais, non, mais... Même au contraire. Et parfois, je fais le truc que tu dis. J'écris même sur un papier en disant des trucs tout bêtes. J'ai le permis. Ouais. J'ai eu le permis alors que je l'ai pas encore passé. Et ça conditionne un peu ton cerveau. Ah ouais. Plus ça. égale plus, hein, comme diraient certaines. Mais ça conditionne un peu ton cerveau à À la avoir réussite, le- en fait. Ouais, à avoir le bon côté des choses Ouais. et Mais du coup... à tendre envers soi-même parce qu'on Ouais, mais on quand aime t'échoues... être- Et je voulais qu'on parle... on en a un peu parlé tout à l'heure, je crois que c'est toi, Ilona, qui l'a mentionné, mais ce contrôle fric, cette envie de... Mais c'est même pas une envie, c'est un besoin de tout contrôler. c'est même inconscient hein, parfois. Ah bah, bien On sûr. me dit mais arrête de te faire 5000 scénarios, mais je peux pas, mon cerveau a Ouais. été habitué comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on en Et- parle de plus en plus. Oui, Et, on et est la aussi là santé pour ça. mentale devient un sujet Mm. priorité numéro 1 hein, maintenant Mm. dans le programme de l'éducation nationale. Ouais. Je sais plus le titre exact, mais tout ce qui est bien-être des élèves, santé mentale, c'est une priorité Ouais. Bah, Il était temps. qui a été faite. vous vous considérez comme contrôle fric? Oui. Tous Non. en cœur? Non. Ah, non. Non, Ah, c'est bien ça. pas du tout. Tant mieux. Ah Tant mieux pour alors toi. que- Bah, alors que Pourtant, c'est je- peut-être je- moi qui est je le trouve- plus dur avec je l'échec. Je bah oui. trouve que tu as Que je dégage ça. un peu, ouais, parfois. Quand on a des examens, t'es très... ouais, un peu genre dans le contrôle et tout. Enfin, je sais pas, après, je pense que je te vois pas assez, mais je sais pas, tu dégages un peu cette énergie. Peut-être que c'est possible hein, que je dégage ça, mais j'ai jamais été trop contrôle fric, non. Moi, je suis beaucoup... en plus, je suis très tête en l'air dans ma vie au quotidien. Je suis très... voilà, je prends les choses un peu tranquillement. Je suis pas... J'aime bien faire les choses en plus, être posée. Je suis très douce, très calme. Rien qu'avec ça. les animaux, je suis très comme ça. Ah, mais Lola est la personne la plus douce que vous Je pouvez suis rencontrer. très douce, vraiment. je suis très très douce. Je suis comme ça et je suis très tête en l'air et je suis pas du tout contre le fric. Au contraire, j'avoue que je suis quelqu'un, je m'en fiche, je prends les choses un peu, voilà, De manière détachée, ouais, de manière très détachée. avec du recul. Oui. C'est marrant parce que là tu dis que tu prends ça de manière détachée, Et alors pourtant- que tout à l'heure sur et ton pourtant- stage tu disais que pourtant- pas du tout. Mais oui. En fait, ça c'est parce que aussi, en fait, c'est l'échec qui m'a fait, qui m'a changé en fait. Ouais. Qui m'a changé parce que je l'ai vécu récemment, que ce soit avec le master ou que ce soit du coup dans le sport. Et ça, moi, j'avais jamais vécu ça parce que comme vous aussi, j'avais toujours bien réussi mes études, j'avais toujours réussi tout ce que je voulais entreprendre. Et puis, quand j'aimais quelque chose, en plus, j'y allais vraiment à fond, à 200%. J'y allais pas vraiment à moitié. Quand je donne vraiment beaucoup. Et sauf que dans le master, bah pareil, j'ai voulu beaucoup donner. Et je me suis heurtée à un mur. Alors que vraiment, j'ai vraiment tout donné. Ouais. J'ai tout donné. J'ai été la seule dans la classe à, je pense, à avoir autant donné, à avoir autant de matière à rattraper pour qu'au final, à un poil de cheveux, j'y arrive pas. À un 0, Ouais. Non. C'est voilà encore quoi. plus frustrant quand tu donnes tout et que... Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait que du coup, après, tu remets un peu plus les choses en perspective. Donc, j'ai peut-être un peu plus l'air soit rigide, soit un peu plus fermée, soit... Du coup, je me remets plus en question et puis je me dis, ah non, mais je vais échouer avant même d'avoir vraiment échoué. Parce que ça m'a fait perdre confiance.
Clairement. Mm. Ça, c'est une évidence. Mais comme on disait tout à l'heure, ça touche l'estime de soi. Complètement. Moi, quand je parle d'estime de soi, maintenant, je vois toujours dans Vice Versa Pareil. l'arbre de l'estime de soi. Là, ça m'a... C'est génial. Pareil, ça me Ah, mais ça a marqué vraiment, ça. et j'aimerais tellement voir mon arbre d'estime de moi là-haut, là. Ce serait Ça trop doit bien. être quelque chose. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et oui, et toi, t'as été confronté, certains le percevront comme un échec, d'autres comme une fierté ou une leçon. Ou Enfin, un petit obstacle. voilà. Ou une seconde oui, chance aussi. oui, voilà, une seconde chance, une Voilà. opportunité de mieux faire. Tout à fait. Et Du coup, vous êtes contrôle fric. Ah oui, Un peu, je pense. Ouais. totalement. C'est-à-dire que si je ne contrôle pas... Moi, mon pire cauchemar, c'est de ne pas contrôler ce qui se passe. Ok. Ça. Que ce soit dans une voiture, c'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai peur des chevaux. Ok. Parce que c'est pas moi qui contrôle Non, le cheval. là, tu fais avec l'animal. Voilà. Exactement. Sauf que Exactement. mon arc, c'est moi qui le contrôle. Ouais, je vois. Voilà. Ouais. Le cheval, c'est pas moi. S'il veut m'envoyer en l'air, il m'enverra en l'air. Ça, Et c'est je lui en tiendrai même par rigueur, tu vois. Donc, voilà. Oui, je me considère largement comme une contrôle fric. Oui, Et oui. pourtant, on veut travailler avec de l'humain. Ouais. Que tu Ouais, peux pas tu peux contrôler. pas contrôler, Ouais, qui- voilà, ouais, c'est ça. Impossible. On parle d'adolescents et C'est du social. Hein, c'est du social. Et enfin, je crois que le thème du lâcher-prise, je l'entends Ah, assez régulièrement pendant ce stage. En fait, tu veux tellement tout contrôler. On me dit, bon bah voilà, fais ton plan de séquence, ton plan de séance, ça doit se passer comme ça. Mais dans la vraie vie, bah tu commences ta première séance et puis il y a l'alarme incendie. Et puis là, bah tu dois tu as improvisé. et tu commences ta séquence en Oui, retard. c'est et, ça. et voilà. Et ça nous apprend beaucoup, je trouve, Et c'est d'enseigner. hyper Ouais. formateur. Et dès que tu veux faire bouger les élèves, moi j'ai testé par exemple la classe autonome. Et c'est super. Mais Ouais. c'est un lâcher-prise Total. Il faut accepter que pendant que tu aides un élève, il y a les élèves qui se baladent dans la classe et au début tu te dis un peu mais qu'est-ce qu'il fait debout Et en fait tu te Ouais. remets à ta place et tu dis bah non, je les ai autorisés. Oui, c'est ça. Et c'est pas évident. Non. Alors là, lâcher prise, franchement, quand on me dit mais vas-y, lâche prise, arrête. Détends-toi. Tu arrêtes. Mais de Détends-toi. détacher. Calme-toi. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? C'est pas à moi qu'il faut dire ça, clairement pas. Ça me fout dans une rage, mais encore pire que la situation de base. Donc non, me dites pas de me calmer. Ça ne fera que m'énerver. Voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, être prof et faire cours, c'est un truc, comme tu dis, hyper formateur. C'est faire Moi, face ça à m'a- l'imprévu Voilà, constamment. Ouais. ça m'a appris déjà que tu peux pas tout contrôler. Il y a des choses qui dépendent pas de toi. Une alarme Enfin, incendie les ne élèves. dépend pas de toi, normalement, j'espère. Mais voilà, tu peux pas tout contrôler, que ce soit dans la vie, dans ton cours, dans ta séance, partout, nulle part. Dans la rue, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Et pourquoi on veut avoir ce contrôle-là en fait, j'en sais rien. Pourquoi on pense veut que tout c'est- contrôler, c'est... Une peur, Ouais. une inquiétude, est-ce que c'est parce qu'on est de nature anxieuse, je sais pas. Ouais. Je pense que c'est Pas avoir à dépendre de quelqu'un ce d'autre qu'on aussi. contrôle, c'est pas inconnu et du coup, Mm. on peut je sais pas, c'est une question philosophique, je pense. Ah mais bien sûr. Mais, Qu'est-ce qui arrive si on contrôle pas tout Ouais. Qu'est-ce qui arrive si on contrôle Ah, tout c'est mon angoisse. hein. Je pense qu'on pourrait Je pense pas que le ça savoir. va avec de l'anxiété, clairement. Enfin, là, on est trois à avoir répondu oui sur la question d'être contrôle fric. Et en nous voyant, je pense qu'on est des personnes qui... On est un minimum anxieuses, tous les trois. Enfin, il y a il y a ce truc d'anxiété, voilà, qui est présent après à certains degrés, évidemment, qui fait que, oui, tu veux être dans le contrôle et... Parce que, comme tu disais, t'as peur de l'inconnu. Voilà, Tu il y a veux tout ça. faire bien pour plaire à Ouais, voilà. des standards, tu Des fais standards, bien ta des correction cases, et au final, enfin. la réponse que les élèves te donnent, c'est à l'opposé de ce que toi t'avais prévu dans ta tête. Ouais. Et il faut savoir rebondir sur ce qu'ils te disent et les amener un peu là où tu veux sans les forcer Ouais, et c'est pas évident. exactement. Je trouve ça... Enfin, c'est pas facile, mais ça nous apprend beaucoup aussi d'être avec l'humain. De pas juste être... Puis ils ont leurs émotions. Ouais. Il peut y avoir qu'à un moment donné, une élève craque ou que il peut se passer beaucoup de choses et on n'est pas du tout maître de ce genre de choses. Non, Ça, et c'est c'est ça pas qui est... Parfois, ça... T'as une anecdote, Noah ? J'ai une anecdote. Ça m'est arrivé la semaine dernière.
j'appelle une élève au tableau et en fait je sens, en fait je le vois dans son attitude, dans son regard, dans sa façon de venir au tableau. C'était la correction d'un exercice qu'ils avaient à faire à la maison. Et ouais, je l'appelle au tableau et je sens l'anxiété monter en elle et je me dis mais qu'est-ce qui se passe et je la vois et je lui dis mais ça va, enfin je lui demande ça va et elle me dit non et je vois les larmes qui montent et je lui dis non mais c'est bon, va te rasseoir, il n'y a pas de souci. Et quand je vous dis mais je me suis dit, parce que l'idée c'était d'interroger des élèves qui participaient pas trop. Et ils allaient devant le tableau. Et ils allaient devant le tableau pour cocher la réponse. C'était un truc tout. Ils n'avaient pas besoin de parler, de s'exprimer en anglais. Non, franchement, je leur demandais même pas. Okay. Je voulais une petite correction chill et tout, machin. Et j'ai senti le truc monter. Et je me suis dit, oh là là, j'ai pas appelé la bonne élève. Et après, je me suis dit, mais attends, mais comment je fais pour rebondir là-dessus ? En plus, ma tutrice, à ce moment-là, elle était pas dans la salle parce qu'elle avait accompagné d'autres élèves dehors. Et je me suis dit, mais quel débile et tout. À la fin de ma séance, elle me dit, non, mais j'ai oublié de te le dire et tout, machin. J'étais en mode, mais je voulais m'excuser. Je me suis même pas excusée auprès de l'élève parce que j'ai pas pu, parce que j'ai dû gérer autre chose. Mais ta tutrice, elle t'a conseillé quoi, du coup, face à ça ? Bah, elle m'a rien conseillé vraiment. Parce que tu pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir, voilà. Oui. Elle m'avait pas prévenu en amont. Mais forcément, j'ai vu l'élève au tableau, j'ai dit, je voyais que ça allait pas, donc j'ai dit, va te rasseoir, j'allais pas la laisser. Oups. J'étais en mode, oups, c'est vraiment la part de moi qui est dans le contrôle et qui connaît cet aspect anxiogène. Je me suis dit, mais Noah, c'est tellement débile, j'aurais dû savoir. Je l'ai senti, mais je me suis dit, non, vas-y, je vais essayer. Puis quand j'ai vu quand elle arrive au tableau, je me suis dit, Je suis redescendue, ça m'a ramenée sur terre et je me suis dit, ouais, non, c'est bon, va te rasseoir, s'il te plaît. Est-ce que t'as eu l'occasion de t'excuser auprès d'elle au cours d'après Non, même pas, j'ai même pas pu. Mais je pense que, tu l'as pas réinterrogée ? Non. Non, là, non, je l'ai pas réinterrogée, la pauvre. C'est bon, j'interroge les autres, hein, voilà. Mais ouais, non. La part contrôle, elle a paniqué à ce moment-là, enfin. Ouais, parce que en plus t'es dépourvu de la situation. Mais vraiment. Tu contrôles pas. Ouais, en tant qu'élève, c'est aussi très perturbant. Nous, on a été à cette place-là et ouais, c'est horrible. Ne serait-ce que moi, ce que je déteste et que je ferais jamais faire à mes élèves, c'est, vous savez, de lire un texte en classe entière. Quand tout le monde doit lire, surtout en anglais, arrêtez. Faites pas ça. Ça sert à rien. Ils regardent même pas ce qu'ils lisent. Ils essaient juste de pas faire de fautes. Donc, ça sert à rien. Arrêtez, faites pas ça. Et puis, pédagogiquement, comment tu reprends l'erreur, entre guillemets, de prononciation ? Est-ce que tu reprends devant tout le monde ? Est-ce que tu fais un retour individuel ? C'est hyper compliqué à... Ouais, nous, on doit gérer aussi en tant que prof poser, l'erreur et la gestion de l'erreur. C'est d'ailleurs mon sujet de mémoire. Voilà. Let's go. Gérer l'erreur et l'anxiété. L'échec des élèves n'est pas forcément le même que le nôtre ou notre... conception, j'ai déjà vu ma tutrice rendre des copies ou des oraux à des élèves et ils avaient 15, 16 et pour eux c'était un échec parce qu'ils ont une moyenne de 18 et qu'un 15 ça fait baisser leur moyenne. Wow. Et d'un point de vue extérieur on se dit mais redescends la pression, un Parcoursup ça va bien se passer et c'est pas un 15 et pour eux c'est la fin du monde, ils repassent, elle leur donne l'occasion d'avoir une seconde chance de repasser l'oral ou l'évaluation. Ils la saisissent à 15 de moyenne. Et je trouve ça fou, la pression qu'ils se mettent. La pression qu'on leur met. Et qu'on leur met aussi, nous, en tant que prof, de manière plus ou moins volontaire. Oui, et puis le système est comme ça. Donc... c'est exactement ce que j'allais dire. Le système en France, je trouve, est très... avec les notes, c'est tout de suite... c'est l'échec, en fait. Si tu n'as pas atteint la note que tu t'étais dit, c'est un échec pour toi. Alors que dans d'autres pays... où moi j'ai vécu, comme la Suède par exemple, où j'ai vécu 3 ans avec ma famille, dans mon école, qui n'était pas une école française, l'échec, au contraire, ils nous disaient tout le temps que c'était super, qu'en fait on apprenait par les erreurs. Donc au contraire, c'était ça Mais ça, c'était génial. Franchement, moi, en tant qu'élève, je me souviens avoir ressenti aucune pression, et à me dire juste, je fais de mon mieux. À parler en anglais, à parler suédois et à essayer de me fondre dans la masse avec toute leur culture, leur tradition et leur école et les copains, tout ça. Quoi. Exactement. Mais tu me fais une excellente transition pour la suite. C'est fou. Justement, on va un petit peu aborder ce sujet qu'on a
un petit peu abordé juste avant, transformer l'échec en moteur. Tu disais, même on entend souvent les échecs sont des leçons de vie ou apprendre tes erreurs. Oui. Apprendre tes erreurs, ça je déteste cette phrase. Mais je dois avouer qu'avec le recul, c'est vrai, ça nous apprend quand même des choses, même si, sur le moment, c'est pas du tout ce que tu as envie d'entendre. Hein. T'échoues, t'es face à ton truc, t'as pas envie d'entendre, apprendre tes erreurs. Et pourtant, je continue à penser que certains n'apprennent pas de leurs erreurs, et même parfois des nations entières. Par exemple, un exemple très actuel, mais on fait des guerres et on recommence. Pourquoi faire ? On n'a pas appris de nos erreurs, on n'a pas appris de nos échecs, on n'a pas appris des morts. Ça sert à quoi ? Alors oui, c'est bien de faire des monuments aux morts, mais au bout d'un moment, faut qu'il y ait pas... il faudrait qu'on n'ait pas à en faire, en fait. Il me semble que c'est un truc sociologique. Alors, je sais pas si sociologie, c'est le bon terme, mais il me semble que, je crois que c'est tous les 30 ans, en fait, vu que après une guerre, si on prend la Seconde Guerre mondiale, nous, par exemple, on est une génération qui n'a pas du tout connu ce contexte-là, et donc la société serait plus à même de reproduire des erreurs du passé, parce qu'on n'a pas du tout... nous, la guerre, on l'a vécu à travers des livres, à travers, on se disait pourquoi les gens ne réagissaient pas avant. On n'a pas été directement impacté. C'est ça. Et donc, c'est un phénomène sociologique qui, apparemment, tous les 30 ans, ça pourrait se reproduire. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça ? C'est fou, ça. Je savais pas, tu vois. Mais c'est hyper intéressant, Mais comme quoi... Alors oui, peut-être, mais du coup, on n'apprend toujours pas de ce que nos ancêtres ont vécu, Et à titre personnel, peut-être qu'à titre personnel, on a vraiment cette capacité de prendre l'échec comme un outil d'évolution et de progression. Moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide, donc je vois pas ça de cet angle-là. Peut-être que vous, oui. Mais j'ai du mal à prendre les leçons... de tirer des leçons des échecs. C'est vraiment un truc que j'ai du mal à faire parce que quand je suis face à un échec, je le vis, je fais mieux après. Et en fait, tant que j'y arrive pas, je vais pas revenir dessus. Moi, je pense que c'est comme un deuil. Je pense qu'il faut le vivre un peu comme un deuil où il y a des étapes. Où il faut accepter l'échec avec ses plusieurs étapes où parfois on est dans le déni, parfois on va se mettre à l'accepter. Et puis il y a des moments où on va se dire, bon allez, je me reprends en main, nouvelle résolution, je vais faire ci, je vais faire ça autrement. Je pense qu'il faut le vivre un petit peu comme un deuil avec ses étapes différentes et il faut se laisser le temps. En fait, le temps il fait toujours les choses. De se dire à un moment donné, ça y est, je passe au-dessus, ça y est, j'ai enfin réussi à... je m'émancipe de ça, je m'émancipe de cet échec-là que j'ai vécu et je passe à autre chose et ça y est, je vois autre chose et je me fixe de nouveaux objectifs et c'est important de laisser le temps faire, je trouve. Après, quand les gens ils disent les échecs ça sert de leçon ou genre il faut faire des erreurs pour mieux y arriver, ils ont aussi pas tort parce qu'en fait ça désacralise un peu l'erreur, ça la rend moins importante. Ok, tout à fait. Oui, c'est vrai. Non mais en fait c'est vous qui avez raison, hein. C'est juste moi qui oui, mais c'est dur à se l'avouer. Non mais c'est super dur à se l'avouer. Mais c'est mes enseignants en Suède quand ils me disaient tout le temps, je me rappelle, j'avais mon professeur d'histoire géo, mais dans mon école ça s'appelait Humanities, et il avait sa balle de tennis dans la main. Et il jouait tout le temps avec sa balle de tennis, notre prof. Et quand on voulait parler, il nous la lançait dans la classe et tout. Donc déjà, ça désacralisait un peu ce truc de on lève la main, on attend avant de parler. Là, c'était déjà un peu plus fun. Et puis, il nous rendait nos évaluations, mais c'était jamais de façon négative. Il n'y avait pas ce truc tout solennel où tout le monde se tait. Et alors, t'as eu combien ou... Voilà, en fait, on passait à autre chose super rapidement. Et on passait sur un autre sujet rapidement. On faisait beaucoup de jeux, on faisait beaucoup de... Et on se permettait pas de se juger entre nous. Ouais, c'est ça, c'est que c'est... on s'acceptait tous avec nos différences. Ouais, c'est accepter accepter le niveau de chacun. Et puis, c'est aussi avoir une autre vision de l'échec, des attentes aussi. Oui. C'est les attentes qui sont différentes on attend de nos adolescents qu'ils soient parfois sur une chaise de 8h à 18h avec la même attention toute la journée.
sachant que eux, ils ont des trucs personnellement dans leur vie qui les touchent. Complètement. On peut pas attendre ça d'un adolescent enfin même un enfant, c'est pas possible. Même de nous pas en toujours, fait. exactement, et même de nous. Et je pense qu'il y a des moments, faut qu'on relâche aussi ce truc-là et qu'on se dise, en fait, ils ont le droit aussi à un moment donné de souffler, de se relâcher. Et s'il y a des élèves un petit peu plus perturbateurs, moi c'est ceux que j'apprécie parce que du coup, ils me remettent en question. Ils me font remettre en question et ils me disent, ok, bon bah là, eux, comment je vais faire en classe ? Comment je vais les motiver ? Comment je vais aller les chercher ? Parce qu'ils vont pas fonctionner comme les élèves entre guillemets faciles qui sont sur leur chaise et qui font pour faire et pour performer. Oui, ils font parce qu'ils doivent le faire, mais puis t'apprends jamais mieux que... Pardon, excuse-moi. Non, pardon. T'apprends jamais mieux que quand t'es intéressé par ce que t'apprends, quoi. Oui. Enfin, ça, c'est une évidence. J'ai jamais été intéressée par les maths, bon bah c'est pas... Oui. C'est pas pour Puis rien ça nous forme à être la personne qu'on est aujourd'hui aussi. Voilà, comme tu disais, j'ai toujours fait un cours qui fonctionnait, là ça marche pas avec tel élève, comment je peux faire changer, adapter et je pense que ça nous pousse aussi dans nos retranchements et à évoluer sur nos pratiques, que ça soit personnel ou professionnel. Je suis totalement d'accord. J'ai pas grand chose à dire, elles ont un peu tout dit là. Ok. T'aimes bien les élèves un petit peu plus difficiles ou c'est ceux que tu redoutes ? Non. Je pense qu'il y a une partie de moi qui les redoute, mais qui les apprécie aussi vachement, parce que j'étais un peu à leur place. T'étais l'élève difficile ? Ouais, de temps en temps. Enfin, c'est venu plus tard, mais au lycée, je sais que j'étais un peu considérée comme l'élément perturbateur. Ah ouais ? Ah ouais. Putain, j'arrive pas du tout à t'imaginer non, comme je ça. sais. J'étais, alors qu'au collège, j'étais l'élève très calme, très posée, très tranquille. Mais alors, perso, le Covid ne m'a pas aidé là-dedans, parce que la reprise en première était vachement compliquée. Enfin, je bavardais beaucoup plus en classe, je suivais beaucoup moins. Et mes résultats suivaient. Dans le sens où parfois ça allait super bien et mes profs du coup ne pouvaient pas dire grand chose parce que même si je bavardais j'avais des bonnes notes, ou alors je bavardais et en fait mes notes ne suivaient pas et là par contre mes profs ils kiffaient pas trop mais ils se remettaient pas non plus en question alors que j'étais pas forcément la seule à échouer en classe, donc c'était pas mal, mais moi par exemple en cours de sciences, j'ai jamais aimé les sciences, c'était pas mon truc, mais je trouvais quand même un grand intérêt là-dedans, je trouve ça super intéressant, notamment les SVT. Et en fait, mais j'ai échoué tout le temps dans cette matière. Mais tout le temps. C'est-à-dire que j'ai eu 3 profs différentes, j'ai eu 3 approches pédagogiques différentes, et en fait, ça ne changeait rien. J'avais toujours des notes nulles, alors que je suivais en classe. Bon, il y avait des moments où j'étais en mode non, mais vas-y, c'est bon, là, ça me saoule, donc je suis pas, mais j'échouais tout le temps. Mais alors, par contre, mon rapport à l'échec, j'en avais rien à faire. Alors, me foirer en sciences, c'est pas mon problème. Ouais, parce que tu savais que c'était pas... Je savais que c'était pas pour moi. J'étais en mode, c'est pas grave. Ça foirait mes moyennes, mais c'est pas grave. Ouais, bah oui. J'étais en mode, ouais, non, tant pis. Mais non, le système français, s'asseoir de 8h à 17h sur une chaise, clairement pas. Et on le voit, hein, on est au plus bas de l'échelle sur ça en Europe. Hein. On est très très mal classé, puisque je pense que ça, c'est pas possible. Hein. Je le vois dans le lycée dans lequel je suis, ils peuvent finir les cours à 18h. Parce qu'ils peuvent commencer à 8h et ils peuvent finir à 18h. Et je trouve que Vous aviez pas ça, vous ? Ah non, moi ça se finissait à 17h30. Et 17h30 aussi. 17h30 déjà, c'était long quand tu faisais un 8h, 17h30 au collège, notamment. Ensuite, c'était 15h30. Punaise. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce mais qu'après... tu vois, voilà. Mais oui, parce qu'après, 15h30, il laissait du temps pour les activités extrascolaires. Oui. Enfin, voilà, ça, l'école le mercredi. Bah oui. Le mercredi, c'est la journée des activités extrascolaires. Ouais. Oui, non, mais c'est le système qui est... C'est le système qui a changé, on parle déjà comme des vieux profs. Mais... Vraiment. mais oui, et puis même quand tu regardes comment tu... Enfin, on l'a vu un peu en classe, je crois, mais comment tu construis une appréciation sur le bulletin. C'est hyper important. Je sais plus si c'est avec vous aussi dans mon stage, on me l'a dit, mais il y a des profs qui le font avec l'IA. Oui, c'était une formatrice Oui, bah voilà. qui nous l'a dit.
Mais Je trouve ça dingue. Enfin, et puis oui, comment tu fais un commentaire sans qu'il le perçoit comme un échec? Et puis encore une fois, on ne sait pas ce qu'ils vivent à côté, nos élèves. Donc ça se trouve, tu as un élève qui a des pensées noires, Difficile. sombres, et toi, ça se trouve, l'échec qu'il va ressentir par rapport à ton appréciation ou ta matière, bah, c'est la goutte de trop. Et moi, ça me terrifie de me dire ça. Mais... Et en France, le système a tendance à pointer Mm. les erreurs, ce Oui. qui va pas, Oui, les ça, points tout de améliorés. suite, les toujours. élèves en difficulté et en échec. C'est ouais. ça. Et alors que, je suis désolée, mais apporter un peu d'amour, un peu de bienveillance à la société et À ceux aussi qui y arrivent et Et les à ceux, encourager c'est ça. à Ouais, continuer, Exactement. aux à être là aussi États-Unis, pour eux. je sais qu'ils nous disaient quand on parlait à un élève ou à son parent, ou même sur les copies, il faut faire la technique du sandwich. C'est-à-dire que Mm. quelque chose de positif, quelque chose à améliorer, mais de façon constructive. Il ne faut pas dire Oui, t'es atteignable, nul, ouais. révise ton cours. Mm. Et on finit par quelque chose de positif pour englober Ouais. et Ouais, valoriser c'est aussi hyper l'effort. important. Hein. Moi, ça m'est arrivé de mettre vraiment des zéros sur une copie. Ça me fait mal au cœur, mais j'essayais de mettre merci d'avoir fait de ton mieux, merci d'avoir essayé, parce que c'est déjà C'est déjà quelque C'est chose. déjà quelque Et c'est chose. déjà un effort qu'il faut récompenser, en fait. Ouais, clairement. Et Alors- vraiment, si je dois vous donner un conseil à tous, c'est vraiment célébrer vos petites victoires. Même si un ami me l'a dit, se lever le matin, c'est déjà une victoire, en fait. Oui. C'est déjà quelque chose de fort. Le fait d'avoir réussi à dire bonjour à la caissière, c'est une réussite. Parce que pour moi, c'est une angoisse. C'est ça. Mais voilà, c'est vraiment célébrer chaque petite réussite. Et c'est comme ça qu'on avance, je pense. Donc voilà, je trouve on a bien résumé ce que c'était l'échec, la peur de l'échec et comment on le gère. La peur de l'échec, elle est normale, mais elle ne doit pas diriger nos vies. Il faut accepter l'imperfection, comprendre nos blocages, apprendre de nos erreurs. Même si sur le moment, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre, en fait, il faut chercher pourquoi on a échoué et aussi ce que ça veut dire pour la suite. Donc ça nous permet non seulement de réussir, mais aussi de mieux se connaître et vivre plus librement. Plus peut-être en harmonie avec déjà soi-même, avec les autres. Et se comparer, c'est pas une nouveauté, mais ça sert à rien. Parce qu'au final, encore une fois, chacun son Everest. Mes 3 chers amis, merci d'être venus sur cet épisode. C'était un plaisir de parler de ça avec vous. Merci à toi. C'était très Merci fluide. à l'invitation. Et franchement, je suis vraiment très contente et je vous remercie pour tout ce que vous avez dit aujourd'hui. En ce qui vous concerne, chers auditeurs, merci de votre écoute. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un j'aime en fonction de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Parole de Sage.